Salut, c'est Jérôme. Après les travaux structurels apportés aux poutres et aux lateaux des fenêtres, mais aussi des passages, comme on vous l'a montré dans les précédentes vidéos, à cet étage, il reste à poser les muralières et à réparer le tirant de façade. Alors, on vous prévient tout de suite, on a peut-être fait des choses un peu atypiques, mais comme toujours, on doit s'adapter et faire avec les moyens du bord, selon notre documentation, les contraintes de notre bâtiment et selon nos connaissances. Et à nouveau, on en profite pour rappeler qu'on ne prétend pas dire que ce qu'on a fait est la meilleure méthode, on veut juste vous montrer comment on a procédé, rien de plus. On va donc voir tout ça. Pourquoi des muralières? En effet, les solives peuvent être directement ancrées dans les murs, comme c'était le cas chez nous avant le démontage. Cette solution, très usuelle dans les bâtiments anciens, a ses inconvénients selon nous. Par les trous réguliers qui y sont percés, cela participe à la fragilisation du mur, sans compter que chez nous, les trous sont plus grands que les boiseries, et leur bouchage a été fait au plâtre et morceaux de briques. Ensuite, avec l'humidité, surtout sur les murs extérieurs, cela peut engendrer à terme une détérioration du bois. Et on l'a bien vu à l'état de certaines lors du démontage. Bon, pour cela, il est aussi possible de placer une membrane étanche entre le bois et la maçonnerie et de laisser une lame d'air pour l'aération à l'arrière et au-dessus. Mais bref, on ne veut pas ancrer les solives dans la maçonnerie. De toute façon, dans notre cas, l'anthrax des solives va changer, ce qui nous obligerait à créer plein de nouveaux trous et potentiellement fragiliser encore plus le mur. Ceci nous amène donc aux muralières, ou en gros des appuis pour les solives posés le long des murs ou arrimés à ceux-ci. On peut simplement avoir une poutre transversale le long du mur, comme on le fera avec les IPE de récupération au rez-de-chaussée, mais il y a aussi la possibilité de fixer au mur une pièce de bois comme muralière. Ce qui, ceci dit en passant, n'est pas plus mal non plus pour maintenir le mur. Il y a plusieurs configurations possibles, et en voici quelques-unes. L'utilisation de sabots pour fixer les solives à la muralière, raison pour laquelle usuellement la muralière est de même section et hauteur que les solives. Cela permet d'avoir toute la structure porteuse d'un même bloc sur une même hauteur, ce qui facilite l'approche des planchers et des plafonds sans perte de hauteur supplémentaire. On peut aussi faire reposer les solives sur un tasseau fixé à la muralière pour un même résultat, sans l'utilisation de sabots. Bon, nous on aime moins cette solution car cela induit une contrainte de traction parallèle aux fibres dans le bois au niveau des fixations du tasseau. Même si en réalité la tenue du tasseau se fait plus par friction entre les deux morceaux de bois et pas juste avec les fixations. Et enfin, on peut tout simplement faire reposer les solives sur la muralière. Et c'est la solution qu'on a retenue. On n'a pas assez de hauteur avec certaines solives pour une pose sur tasseau, et quant aux sabots, ce serait difficile à mettre en œuvre car toutes les solives sont différentes et non calibrées. Bon, même s'il existe des sabots en deux éléments laissant la largeur libre. Bref, comme au final nos muralières seront noyées dans l'isolation chaud-chanvre, cela nous a paru être la solution la plus simple. Alors, choisir une solution de muralière, c'est bien, mais vient ensuite la problématique entre guillemets de la fixation de cette muralière, car ce n'est pas si simple. La fixation chimique, très répandue pour ce genre d'arrimage, est rapide à mettre en œuvre et finalement peu onéreuse, mais elle n'est pas adaptée à tous les types de supports. Dans des murs pleins en briques ou en béton, ou creux grâce à l'usage d'une cheville tamis, il suffit de forer et de poser une tige pour créer un ancrage. Mais dans le cas d'un mur maçonné à la terre, comme c'est le cas chez nous, ce type de fixation n'est pas adapté. Le scellement chimique serait trop facile à arracher s'il est dans un joint entouré de torchis friables. Pour ce type de mur, donc, il faut s'orienter vers la solution plus traditionnelle de pose sur corbeau. Il s'agit de pièces souvent métalliques ou tubes, ancrées dans la maçonnerie et sur lesquelles on vient faire reposer la muralière. C'est donc cette solution qu'on va mettre en place pour la muralière de ce mur. On a donc pris nos mesures pour dimensionner tout cela. Pour les murs de refend, ou comme pour les passages dans notre cas, la pose se fera simplement sur la race du mur pour peu qu'il puisse le supporter. Pour commencer, on prépare nos corbeaux. On a retrouvé ce morceau de tube carré de récupération qui va tout pile nous suffire. Comme il est rouillé, on le nettoie d'abord un peu, puis on coupe les morceaux de la longueur nécessaire, c'est-à-dire l'épaisseur de la muralière, ou 10 cm dans notre cas,
plus 20 cm pour l'ancrage, avec une petite marge. On a calculé et ce tube et leur nombre est suffisant pour la charge des planchers. Après cela, on applique un traitement anti-rouille. Puis, en guise de queue de carpe, comme le métal est très épais et que cela serait difficile à plier, on a décidé d'y souder ces trucs de récupération. On ne sait pas trop ce que c'est, on dirait des entretoises à visser ou une sorte de boulon rond. On ne connaît pas la nuance de cet acier, vraisemblablement un acier à haute teneur en carbone, du coup c'est difficile à souder. On a donc préchauffé les pièces au chalumeau. Bon bah oui, on n'est pas des pros de la soudure, c'est quelque chose où on doit encore se perfectionner. Au début ça paraît toujours bien, et puis après avoir retiré le laitier, c'est une autre histoire. Bref, ici les soudures ne sont pas soumises à de fortes contraintes, l'utilité de la queue de carpe ou de ce plot en métal est d'empêcher le tube de pouvoir glisser hors de la maçonnerie. Ah oui, et pour la soudure, on a dû retirer la couche d'anti-rouille à cet endroit. Bah oui, ça, quand on change d'avis. On passe ensuite à la pose des corbeaux. L'idée est de laisser dépasser le tube de 10 cm du mur, mais attention, comme le mur n'est pas droit, il faut penser 10 cm à partir du point le plus proéminent du mur, sinon la muralière ne pourra pas s'y reposer pleinement. Puis il faut déterminer la hauteur. Alors afin de ne pas devoir tout le temps reprendre les références de hauteur qui sont les planchers du couloir, on a imprimé cette feuille à taille réelle qui reprend les différents éléments de la structure, ce qui nous permet de rapidement déterminer le niveau de n'importe lequel d'entre eux. Une fois tout cela fait, il n'y a plus qu'à maçonner pour ancrer le tube. Et avec un max de blocaille pour bien tout caler. Voilà pour ce premier. Et on en profite aussi pour reboucher les trous des solives qui n'ont plus d'utilité. Entre-temps, on a remis en service le tirant, et on verra cela dans la dernière partie de la vidéo. Il nous reste à préparer les trous pour les autres corbeaux aux emplacements déterminés. Pour cela, on a essayé de tirer parti de tous les trous déjà existants dans la maçonnerie, pour ne pas déforcer le mur plus que nécessaire, et puis c'est moi de travail également. On creuse donc les trous pour mettre les tubes en attente. La suite, c'est l'ancrage d'un deuxième tube, mais pas le second dans l'ordre, mais celui à l'autre extrémité de la muralière. Comme le bois n'est pas parfaitement droit, il faut qu'on triche un peu pour que cela se mette bien. Et on peut voir que le corbeau du milieu, du coup, sera plus haut que le trait du niveau. Et c'est pour ça qu'on va mettre celui-là en dernier. Le dessus du bois n'est pas parfaitement plat non plus, mais il est impossible de le raboter avec les résidus de clous. On adaptera les solives à chaque emplacement de toute façon. On ancre et rebouche encore quelques trous. Ensuite, on prépare le dernier trou pour le dernier corbeau à l'autre extrémité du mur. On a attendu d'avoir rebouché tous les autres trous inutilisés jusqu'à ce côté pour ne pas déforcer le mur, car ici il nous faut créer un nouveau trou. Et voilà, il ne reste plus que les trous et les tubes en attente. Et le chef de chantier est bien entendu venu vérifier tout ça. Vérifié par Monsieur Joupi. Hein, tu vérifies tout? Pour continuer à ancrer les tubes, on va poser temporairement la muralière. Ça nous permet de déterminer l'endroit où elle repose sur les corbeaux et de travailler un peu la surface de contact pour un bon appui. La première partie de la muralière posée, on peut déterminer la position de l'autre moitié. Ah oui, on n'avait pas de bois suffisamment long, donc on l'a prévu en 2 morceaux. Pour l'aboutage, on a choisi de faire un assemblage en sifflet simple. On a écarté l'assemblage à mi-bois qui pour nous aurait été plus fragile dans cette configuration. Pour être certain d'avoir des coupes qui s'assemblent parfaitement, on utilise la chute du bois comme gabarit de coupe sur la deuxième partie de la muralière.
pile poil. On réinstalle tout ça et c'est maintenant qu'on peut déterminer l'ancrage exact du dernier tube à droite et maçonner. Maintenant que la muralière est positionnée, on peut terminer par ancrer les corbeaux intermédiaires. On les fixe avec des serre-joints à la muralière, ce qui nous permet de les positionner exactement contre le bois sans qu'il n'y ait aucun jeu. On les a ancrés partiellement, donc ils ne peuvent plus bouger, et une fois que le mortier est tiré, on peut terminer la maçonnerie. Pendant ce temps-là, on passe au nettoyage et au traitement du bois. Puis, pour terminer, on perce les trous dans les tubes pour pouvoir arrimer le bois. Oui, évidemment, on aurait dû percer les trous avant tout cela, mais au départ, on pensait souder des petits plats en métal par-dessus le tube pour faire crochet et maintenir le bois. Mais cela semblait un peu juste par endroit, et au final, c'est plus simple de les visser au tube. Au niveau de l'assemblage, on maintient bien cela avec 2 vis. Et voilà pour cette muralière. Ensuite, deuxième cas de figure pour la muralière sur le mur central des cheminées. Il n'y a quasi aucune solive qui était ancrée car il y a les conduits de cheminée un peu partout, donc on ne peut pas percer n'importe où, comme on peut le voir ici, il y a des boisseaux, des conduits. Mais c'est un mur en briques, donc ici le scellement chimique peut être réalisé, et en fait ça nous arrange. En s'attaquant au linteau des passages, on a ouvert 2 grands trous et on va les reboucher en maçonnant en pierre. Comme il sera difficile d'y percer des trous, à ces endroits on a décidé de directement ancrer les tiges au moment du remontage du mur. Pour cela, on a carrément utilisé des tiges entières, traversantes, sur lesquelles on a mis des écrous et rondelles faisant fonction de queue de carpe. Avec la fiche des niveaux, il est assez simple de déterminer leur hauteur. Et puis, il n'y a plus qu'à les ancrer. Juste au niveau de l'ancrage, on a préparé un mortier au ciment prompt pour garantir une certaine solidité. Il faut voir l'amas de mortier comme une pierre. Le ciment utilisé ne nuira pas à la perméabilité du mur, d'autant plus que le prompt n'est pas complètement étanche. Voilà, nos 2 premières tiges sont ancrées. Bon, normalement, il ne faut préparer qu'une première tige de départ, mais encore une fois, on doit s'adapter à nos contraintes et tricher comme on peut pour y arriver. Les tiges sont donc traversantes, et de l'autre côté, eh bien, on aura déjà ça de fait pour les muralières. On peut passer à l'autre extrémité du mur pour faire exactement la même chose. On a mis un max de blocaille, c'est vraiment bien calé là-dedans. Puis on referme la maçonnerie. Et voilà, on peut donc maintenant passer à la préparation du bois. Ici, la muralière sera ces bastins de résineux de récupération qui sont assez droits. On détermine l'emplacement des trous des tiges existantes. Et c'est ici que les 2 tiges, ce n'est pas idéal, car si on se trompe même un peu, la muralière ne sera pas droite. Comme l'épaisseur du bois plus celle des écrous et rondelles dépasserait de l'isolation, on a fait un lamage pour loger les écrous dans l'épaisseur du bois, ce qui est mieux au passage car en réduisant la longueur de la tige, il y a moins de porte-à-faux. Autre point d'attention, le filet des tiges pourrait endommager le bois ou poser des problèmes si la tige change de propriété, ce qui ne serait pas idéal, surtout avec du résineux assez peu résistant. C'est d'ailleurs pour cela que les boulons de charpente n'ont qu'un filetage partiel, la partie en contact avec le bois est lisse. Du coup, ici, pour composer avec les tiges filetées, on va utiliser des morceaux de tuyaux de cuivre récupérés lors du démontage. Et le diamètre intérieur fait pile celui de la tige, repile poil. Les trous qu'on a percés dans le bois sont donc au diamètre extérieur du tube de cuivre, soit 2 mm de plus que la tige.
On les a coupés environ 5 mm plus courts que l'épaisseur du bois, hors lamage, pour que la rondelle puisse bien écraser le bois, sinon le cuivre pourrait empêcher de serrer l'écrou correctement. Pour enfoncer les morceaux, on utilise un autre morceau de tube plus long comme moyen de percussion. Et tout ça se met très bien. De niveau comme prévu. On va pouvoir percer les autres trous. Pour cela, on lame la muralière aux emplacements des autres tiges. Après le lamage, on perce le trou avec la mèche bois pour continuer dans le mur avec le forêt béton. Les trous doivent normalement être percés au tiers inférieur de la muralière. On a changé de pièces de bois par rapport à ce qui était prévu, et c'est pour ça que les tiges déjà ancrées dans le mur sont un peu plus basses, mais rien de bien méchant, et les autres seront percées au bon niveau. Alors oui, ça fait beaucoup de tiges tout ça, mais ça a été très difficile de trouver des références sourcées et précises. Le principe de diviser la charge à reprendre par la résistance des tiges pour en obtenir le nombre ne nous semblait pas suffisant, car ça ne tient pas compte de la compression parallèle aux fibres induite par la tige sur le bois qui s'y repose. Même si ici encore, la tenue se fait certainement en partie par friction de la muralière contre le mur. Et c'est difficile de calculer précisément tout ça. Donc, pour être certain, on a pris en compte cette contrainte d'écrasement du bois sur les tiges, ce qui justifie leur nombre. Mais du point de vue strict de la résistance au cisaillement du métal, 3 tiges auraient pu suffire. C'est à cause de ces imprécisions qu'on préfère la solution sur corbeau, mais inapplicable dans ce cas précis. Bref, après avoir percé les trous sur 20 cm de profondeur, on les nettoie bien. On prépare ensuite nos tiges et nos tubes. Vient maintenant le scellement chimique à proprement parler. En fonction du diamètre et de la longueur, il faut injecter un certain nombre d'unités de mastic dans le trou qu'on peut visualiser sur l'étiquette grâce aux gradations. C'est en réalité une résine polyester qui durcit très rapidement et solidement une fois les deux composants mélangés grâce à la buse d'injection. C'est toujours un peu stressant les opérations où il faut aller vite et où on n'a pas le temps de prendre le temps justement. On injecte donc la résine, puis après avoir remis la muralière, on insère les tiges dans les trous en les tournant dans le sens horaire. On a remis le bois et manchon en cuivre pour être certain qu'on évite tout problème d'orientation des tiges. Une fois que le scellement a pris, on peut retirer la muralière et préparer la seconde partie. Et on va faire un assemblage en sifflet, comme pour la muralière sur corbeau. On peut enfin terminer par le traitement du bois. Avant de poser la muralière, comme elle va être pressée contre le mur, on a aplani la surface. En réalité, on a surtout rebouché les trous pour que le contact se fasse le mieux possible. Mais cela ne suffit pas, alors pour terminer, on a décidé de préparer du plâtre des marais, c'est-à-dire un mélange de plâtre, de chaux et de sable, respectivement dans les proportions 1, 2, 3, comme on l'a indiqué dans la description. Solide, plus résistant à l'humidité, c'était pour nous une bonne solution pour un contact parfait entre la muralière et les briques. Plâtre et chaux aérienne sont saupoudrés à fleur d'eau, et puis après un peu de repos, on ajoute le sable. On a pris soin de bien mouiller la surface avant, car les briques absorberaient trop vite l'eau du mélange. On en tartine tout le long du mur avant de reposer la muralière qui vient pousser le plâtre pour bien épouser la forme du mur. Mais on ne serre pas encore à fond les écrous.
Avant d'installer la seconde partie de la muralière, on prépare un peu de pâte à bois avec de la sciure de bois et de la colle à bois. Cela pour remplir le petit jour qu'il y avait au niveau de l'assemblage en sifflet. Ici aussi, il y a un creux à remplir pour obtenir un bon contact, ce qu'on va également faire avec du plâtre des marais. Et le chef de chantier semble être d'accord. Enfin, on croit. Une fois que tout est mis et que le plâtre a bien fait sa prise, on coupe les excédents des tiges qui dépassent. Et on peut enfin serrer les écrous sans excès. Ici aussi on a prévu 2 vis tire-fond pour lier les deux parties des muralières. Et voilà pour cette deuxième muralière. Ici aussi, sur les passages, il n'y a pas assez de hauteur pour des arrimages, donc on y reposera simplement les solives. Pour terminer, on revient sur la réparation du tirant de façade qui se trouve au-dessus de la muralière. Il a cédé avec l'affaissement du bâtiment et l'écartement des murs. Il s'agit de 2 boucles dans des aciers plats, connectées par une tige filetée avec d'un côté une tête pour retenir la boucle, c'est là que ça a cassé, et de l'autre, la tige est vissée dedans. Il faut d'abord retirer la tige, et c'est pas de la tarte. Avec la rouille, c'est bien bloqué. À force de choc et de dégrippant, ça commence à bouger. Et puis petit à petit, ça finit par venir. Pour connecter à nouveau les 2 boucles et les resserrer, on a d'abord pensé à faire toutes sortes d'assemblages et de profiter des trous dans le métal pour les resserrer des 2 côtés. Mais l'espace dans la boucle est petit, puis finalement ce serait un peu trop compliqué. Du coup, on s'est orienté vers quelque chose d'assez similaire à ce qui était présent avant. On va donc utiliser un morceau de tige filetée. Sur le côté droit, on a un rond, au milieu un écrou pour le serrage et à gauche un écrou et rondelle. L'écrou central et le rond seront soudés pour tourner avec la tige. On a pris une tige plus fine car on ne va pas réexploiter le filet de la boucle qui est endommagé et en plus le pas n'est pas standard. La tige peut de toute façon reprendre bien plus en traction que n'en sont capables les plats au vu de leur section. D'un côté, on a donc cet écrou qu'on a arrondi avec la meuleuse, rond pour qu'il puisse tourner dans la boucle avec la tige, et pour cela, on fera un petit point de soudure. On teste un peu, il faudra qu'on insère la tige par l'extérieur des boucles. L'écrou normal, lui, ne doit pas tourner avec la tige pour qu'il s'y visse, et c'est la boucle qui le retiendra. On nettoie bien tout ça, et puis comme il manque tout juste un chouïa pour que l'écrou ne rentre, on a légèrement écarté la boucle de gauche. Et hop, ça rentre. Sauf que ça ne touche pas le bout de la boucle. Et pour ne pas que cela force sur le métal, on va venir insérer une canne. Pour cela, on a fouillé un peu et trouvé ce qu'il nous faut avec cette patte de fixation de récupération. Percer et couper à dimension, c'est pile poil. C'est parti pour installer tout ça. On immobilise bien la cale en la soudant et pour colmater tout espace. Un peu de graisse pour que cela coulisse bien. De l'autre côté, on peut insérer dans l'écrou rond et un point de soudure pour l'immobiliser. Et enfin, on peut serrer. Finalement, on n'a pas mis d'écrou central qu'il aurait fallu aussi souder et notre pince agrippante fait très bien l'affaire. C'est mis sous tension mais sans excès, cela ne sert à rien de mettre trop de tension, le mur ne va pas revenir dans sa position d'origine et l'idée ici c'est d'empêcher tout écartement supplémentaire.
Et voilà, il est remis en service. Après cela, on passe au traitement de l'acier avec un bon nettoyage à la brosse. On fait aussi sauter la rouille et les paillettes. Et après un nettoyage final et dégraissage, un traitement anti-rouille. Et voilà, c'est donc bien fini pour les travaux structurels à cet étage. Prochaine étape, le démontage des planchers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.